donc Nicolas Villard pour le point de vue entreprise de travaux. Groupe NGE qui ne fait pas que du béton et qui fait plus de voies ferrées que d'autoroutes. Et pour quelque chose qui est de moins en moins expérimental, puisqu'on commence à avoir plus d'une dizaine d'opérations de référence sur les écrans forestiers de protection contre les chutes de blocs. Et donc je suis en charge des travaux d'urgence et des protections contre les risques naturels à Grenoble, où on a une poche de résistance aussi, en écho à ce qu'on se disait ce matin. Donc historiquement, installateur d'ouvrages de protection type écran par bloc, comme on le voit à l'image, mais également fabricant industriel et puis prescripteur occasionnel. Donc vous voyez à l'image, sur la droite un écran conventionnel et puis sur la gauche, un peu dans l'ombre là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, un écran de nouvelle génération qu'on appelle écran forestier. Le contexte c'est celui de l'usage du bois qu'on utilise sur pas mal d'ouvrages de protection historiquement, mais qui est souvent passivé, traité et utilisé en quasi statique, que ce soit sur des pieux immergés, sur de la protection littorale, des paravalanches ou de la correction torrentielle comme on l'a déjà vu, ou des petites parades passives type écran par pierre ou ouvrage de rétention. Sur des SFN qui n'utilisent pas le bois, on bricole aussi sur des ouvrages de type bloc câblé, liaisonné. C'est une vieille technique RTM intéressante sur des berges ou des torrents. Bon, je vous rappelle ici ce qu'est un ouvrage par bloc conventionnel. Bon, c'est une structure charpentée avec des poteaux, des filets, des câbles, de l'accastillage et des composants qui viennent dissiper l'énergie d'un impact, puisqu'on va venir intercepter un bloc. Et transmettre cette énergie et cette descente de charge à des ancrages géotechniques, c'est des forages avec des armatures métalliques scellées dans le terrain. Donc on est bien sur des ouvrages passifs, donc déformables, de l'ordre entre 5 et 10 mètres. Aujourd'hui, les capacités vont jusqu'à 8-10 000 kJ. Donc voilà, 8 000 kJ, c'est quand même un bloc de 20 tonnes qui déboule à 100 km/h ou qui chute de 40 mètres de haut verticalement. Un chantier conventionnel, il présente ce type de contraintes. Il faut déjà acheminer des matériels de forage plus ou moins lourds, acheminer des composants souvent à l'hélicoptère, et au préalable, avoir débroussaillé un layon, voire déboiser un layon pour venir y implanter cet ouvrage de protection. Ces ouvrages ils sont réglementés avec un marquage CE qui est obligatoire pour des maîtres d'ouvrage publics et qui contraint assez fortement l'implantation de ces parades sur le terrain. Nous, on a à cœur, en tant qu'entreprise de travaux, d'adapter l'ouvrage au terrain et pas l'inverse. Alors que le contexte de normalisation, un peu en salle blanche, incite souvent à accroître les impacts des travaux préparatoires sur le terrain. Puis après, on a de plus en plus de cas où on se retrouve en forêt, où il y a un arbre classé qu'il faut conserver, alors même qu'il n'a jamais vu le vent, on va l'exposer. Et puis si l'écran fonctionne, il va être sollicité également parce qu'il va offrir un point dur à la déflexion de l'ouvrage. Le contexte biblio dans lequel ces travaux ont commencé il y a une quinzaine d'années pour nous, c'est ce que INRAE faisait, Fred Berger à Vaujany, qui sortait des ABAC qu'on a aperçus ce matin. ABAC qui nous permettait de savoir qu'un épicéa qui fait tel diamètre, telle hauteur, il est en capacité d'encaisser telle énergie. On a parlé des andins tout à l'heure. Également des zonages qui préexistent où on sait que telle route traverse telle forêt qui a une fonction de protection qui pourrait être utilisée. On a des logiciels de trajecto qui utilisent la capacité d'un peuplement forestier à traiter une partie des aléas rocheux. Bon, voilà le contexte global. Je vous invite à retourner fouiller dans quelques-unes de ces références si besoin. Bon, et on faisait le constat qu'il y a 15 ans, on n'était pas les premiers à accrocher du grillage sur des arbres pour se protéger contre des petites chutes de pierre. Mais
on observait très vite des problématiques, à savoir que cercler un arbre, comme on le voit en haut à droite, globalement, c'est le condamner à très court terme. Et puis, pour des énergies qui commencent à être un peu importantes, c'est un peu hasardeux d'espérer retenir des gros blocs qui vont vite dans ce type de dispositif si on ne s'est pas un peu assuré de la quantification des efforts qui transitent là-dedans. Bon, puis comme je l'évoquais, dès lors que vous faites une trouée dans une forêt où les tiges n'ont jamais vu le vent, vous prenez le risque d'avoir un arbre qui tombe assez rapidement sur un écran par bloc et qui n'est plus en capacité de reprendre grand-chose. Donc attention au diagnostic initial. Je fais un petit pas de côté, on s'est amusé à voir ce qui avait déjà été fait sur le contexte des glissières de sécurité, puisqu'on a parfois des ouvrages qui sont faits pour dissiper de l'énergie contre des arbres, avec un contexte normatif qui est assez fort, hein, une sinistralité importante. Bon, il s'avère que les fournisseurs et les poseurs ont assez rapidement botté en touche, alors même que l'arbre encaisse des efforts importants. Donc l'idée, c'est bien de savoir quand est-ce qu'on peut utiliser un arbre avec ses capacités dynamiques à encaisser un éboulement. Donc on distingue 4 modes d'utilisation d'un ouvrage par bloc en forêt. Le premier mode, que j'appelle le numéro 0, je ne vais pas passer du temps dessus, c'est qu'on rase la forêt, on installe un écran par bloc normalisé à la place. Le premier mode, qui est un mode quasi statique, on utilise uniquement le tronc pour supporter le poids de la structure d'interception. Le deuxième mode, c'est la même chose, mais en plus, on vient utiliser un arbre en amont pour venir ancrer les câbles et les dissipateurs, plutôt que de faire un ancrage forêt. Et ça a souvent un intérêt parce qu'on est dans des éboulis où c'est compliqué d'aller chercher de la résistance dans des terrains incertains géologiquement, qui sont souvent gorgés d'eau. Et enfin, le quatrième mode, c'est les derniers travaux que tu évoquais, Karine, qui étaient plus expérimentaux, c'est si on va chercher la capacité dynamique de l'arbre, qu'est-ce qu'il est en capacité d'offrir? Et donc là, ensuite, je vous déroule une chronologie type, et puis qu'est-ce qu'on va chercher comme brique techno de justification pour avoir un peu plus de garantie que l'intuition. Bon, déjà, on se balade en forêt, on fait des repérages, et on peut établir un calpinage préalable de qu'est-ce qui nous semble acceptable comme tronc pour peut-être accueillir un ouvrage par bloc. Donc ça va, nous on s'est donné des critères de diamètre assez simples, hein, à partir de 20 cm. Quelle est sa hauteur, quels sont les espacements. Bon, c'est relativement basique, mais c'est un travail qui est déjà important. Deuxième étape, réaliser un diagnostic du peuplement à l'échelle micro ou macro, assez fin. Donc ça, c'est un vrai métier, c'est de l'ingénierie forestière. On s'est appuyé sur des experts de l'ONF encore récemment, qui vont faire un diagnostic d'abord visuel, puis sonore au marteau, puis, si besoin, avec des outils type résistographe ou des petits essais de flexion qui permettent de savoir s'il y a des anomalies sur le système racinaire. C'est éprouvé sur des arbres d'ornement dans des parcs publics, c'est assez bien maîtrisé. Et ça permet déjà d'avoir une photo de l'état sanitaire du versant. À titre indicatif, les gros filets que vous allez voir après, c'est vite 1 tonne par module qu'il faut supporter. Donc c'est déjà conséquent. Deuxième justification, c'est comment on accroche toute la ferraille qu'on veut installer en forêt. Et c'est souvent le paramètre clé dimensionnant, c'est que plutôt que de cercler les arbres, mieux vaut percer au travers, et puis au travers une tige filetée qu'on aperçoit ici, venir accrocher tout l'accastillage qu'on veut. L'arbre a cette capacité il ne va pas cicatriser, mais il va continuer sa croissance. C'est ce qu'on voit souvent dans des parcours aventure, accrobranche ou autre. Ce qui est capital, c'est de ne pas enlever la matière là où l'arbre travaille quand il y a du vent, quand il y a de la neige. Et donc on a là aussi des plans de perçage qui permettent de dire à quelle hauteur on peut percer et dans quelle direction par rapport au vent dominant.
Il y a des protocoles sanitaires à respecter pour venir faire ces perçages. Il y a un petit coup de main à prendre et ça n'a pas été complètement évident les premières fois. Et puis il y a des choses contre-intuitives. Un petit arbre, vouloir percer petit, ça ne va pas forcément lui rendre service parce qu'on va créer de la concentration de contraintes. Ça, ce n'est pas des choses qu'on sent si on n'est pas forestier. Ensuite, un peu comme en géotechnique, on s'est dit, bah, tiens, on va aller tirer sur les arbres pour savoir ce qu'ils ont un peu dans le ventre. Et est-ce qu'ils sont en capacité d'encaisser 30, 40, 50 tonnes. Bon, les vieux forestiers du coin nous disaient, ouais, pas de problème, nous on faisait du débardage avec. Effectivement, le problème, ça n'a pas tellement été d'aller chercher les 40 tonnes, mais plutôt de mettre en œuvre l'essai pour tirer à 40 tonnes dans des conditions un peu scabreuses sur le terrain. Bon, ça marche assez bien et c'est dérivé de ce qu'on fait très couramment sur chantier pour des ancrages géotechniques. Et enfin, ce que vous avez déjà vu avec Baptiste ce matin, on a mené depuis une dizaine d'années plusieurs campagnes d'essais où on a accroché plein de types de filets dans des peuplements un peu différents pour savoir si des arbres avec seulement une nappe de filet et des freins étaient en capacité d'intercepter des blocs et à quelle énergie. Et donc on est monté jusqu'à 500 kJ. C'est la vidéo que vous avez vue ce matin qui était en bas à droite et que je ne vais pas vous repasser. C'est quand même des blocs d'une tonne à 100 km/h. Enfin, un petit critère issu du contexte normatif dans lequel on intervient, c'est qu'il faut savoir aussi pour des énergies importantes perdre un poteau ou un arbre support. Et donc on s'est aussi assuré, avec des essais qu'on avait fait historiquement, que si on perdait un support, pour un impact normalisé, on connaît ses limites, bah, le bloc était arrêté, ce qui était l'exigence normative qu'un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, attendent d'un ouvrage conventionnel. Un ouvrage tout métallique a exactement les mêmes contraintes. On lui demande d'arrêter un bloc, pas toujours le second, le troisième. Bon voilà, c'est comme ça. Un petit zoom sur le composant clé de ces ouvrages. Pour limiter les efforts, il faut savoir bien dissiper l'énergie d'impact. Donc on a différents dispositifs qui fonctionnent en frottement ou en flambement. On voit ici des dissipateurs qui sont accrochés sur les perçages. Et puis on va chercher un peu de redondance structurelle, c'est-à-dire qu'on a des câbles qui sont doublés, qui sont liaisonnés au module adjacent, histoire de pouvoir pallier à la défaillance d'un composant, que ce soit un ancrage, un arbre support. En image, quelques exemples de chantiers réels qui ont été réalisés pour différents maîtres d'ouvrage publics. À gauche, c'est un écran 100 kJ. À droite, c'est un écran 3000 kJ. À gauche, on est allé chercher la capacité du peuplement à dissiper l'impact. On voit qu'il n'y a pas de haubans en amont. Tandis qu'à droite, on a utilisé le peuplement uniquement pour supporter la structure et éviter de mettre à blanc la forêt pour mettre des poteaux métalliques. Et en complément, ponctuellement, on est allé chercher des arbres en guise d'ancrage amont pour encaisser les efforts lors d'un impact transmis par les haubans amont. Et dans la vraie vie, ça a été sollicité aussi sur plusieurs sites. Alors quelques éboulements singuliers, mais beaucoup de coulées de débris, comme on le voit à gauche, qui ont été plutôt satisfaisants dans le comportement mécanique. Ici, je vous partage un petit bilan quantifié d'une opération où on a protégé, c'était une co-maîtrise d'ouvrage commune et conseil départemental, puisqu'on a une route ici qui traverse le village, avec un écran 3000 kJ, qui a globalement permis d'économiser moitié de l'acier et du ciment qui aurait été prévu en temps normal. Donc on a ici un décompte de ce qu'on a pu éviter. Alors, ce n'est pas que l'acier et le béton qui est intéressant, là. C'est l'aléa qui est lié aussi aux ancrages géotechniques dans un éboulis qui est géologiquement compliqué à travailler. Et puis on aperçoit ici l'impact 5 ans après le chantier, qui est limité aux élagages en tête de canopée. Bon, attention aux points qui sont signalés en bas.
La sécu dégâts pour le montage de ces ouvrages, c'est un vrai sujet qu'on avait un peu minimisé, je ne vous le cache pas au début. Et pour le gestionnaire, maître d'ouvrage, savoir faire un entretien renforcé à chaque gros coup de vent, à chaque grosse chute de neige. Est-ce que c'est une forêt qui est attaquée par des scolytes? Bon, on a ces problématiques qui arrivent plus vite que prévu. Et donc enfin, on poursuit de travailler en R&D appliqué sur ces questions. Bon, on a des outils développés de modélisation avec INRAE, entre autres. Là, au centre, vous avez un ouvrage déflecteur, un avaloir. La SNCF travaille aussi sur ce type de parade. Pour éviter l'hélico, là, on a un chantier pilote où on va utiliser un câble type petit blondin, câble mât pour faire de la pro sous le couvert forestier, puisque approvisionner à l'hélico, indépendamment du bilan environnemental que c'est, nécessite de faire de l'élagage pour que le pilote puisse voir les gars à qui il approvisionne des charges de parfois 800 kg. Et ça évite beaucoup de contraintes en fait d'un point de vue sécu de chantier. Et puis là, je vous ai mis en bas à droite un encart de nos amis suisses qui réfléchissent à utiliser des essences particulières pour accroître le rôle des forêts de protection. Quelques messages de conclusion. J'avais également cité Olivier Hamon en première ligne. Moi, j'aime bien son approche robustesse, résilience, on en a parlé tout à l'heure, mais également comment faire de l'adaptation par l'atténuation. Bon, je trouve ça assez applicable aux écrans forestiers. Alors attention, c'est une option parmi d'autres, on n'est pas là pour la systématiser, et on veille à ce qu'elle soit conservative, en particulier quand il y a des enjeux sensibles. Mais voilà, il faut savoir l'intégrer et puis l'analyser pragmatiquement. On parlait coûts à 2-3 reprises. C'est une plus-value environnementale, quasiment toujours. Ce n'est pas toujours une moins-value économique. Ça peut l'être pour les petites énergies. Pour les grosses énergies, on se rend compte que c'est une plus-value économique. Il ne faut pas le nier. Alors, sauf dans des cas très simples pour la sécu des gars. Et on en est encore un peu aux prémices du développement. Enfin, du déploiement, pas du développement. Donc on est aussi en train d'apprendre à les faire de façon plus efficace, en particulier les perçages. On l'utilise beaucoup en protection temporaire ou d'urgence, mais aussi et de plus en plus en protection définitive, y compris au-dessus de certaines zones urbanisées. Quelques points de vigilance. C'est sûr qu'il faut fuir le greenwashing artisanal. C'est une banalité, mais il faut savoir quantifier un peu l'apport de cette plus-value environnementale. On parlait des dissipateurs, des perçages, du diagnostic préalable. Les diagnostics, quand on le met tout bout à bout, ça coûte vite un peu cher. Pour un petit ouvrage qui n'est pas long, c'est difficile à amortir, clairement. On a des chantiers pilotes en cours, en particulier avec la métro de Grenoble à Sassenage. Et puis je rouvrais la discussion sur la carto des forêts de protection et le zonage PPR, puisqu'on est de plus en plus sollicité sur l'intégration de ce type de protection au-dessus de zones urbanisées. Voilà, je vous remercie. Merci Nicolas. Est-ce que cette présentation suscite des questions, des remarques? Juste une petite question pour savoir comment ça s'articule avec la normalisation. Alors là aussi, il faut vouloir. C'est du ressort du maître d'ouvrage et forcément de la nôtre aussi en concepteur. La moitié des ouvrages de protection dérogent à la norme. Donc il faut savoir l'assumer. Et là, c'est une forme de dérogation. Un peu poussée à son extrême, je te l'accorde, mais... Alors oui, Philippe me répond, pas sûr que l'avocat l'entende de la même façon. Nos conseils en sont informés et suivent. Mais le point de vue d'un maître d'ouvrage est intéressant hein, sur ces... Est-ce que j'en vois qui en ont déjà fait ici? Non, ils ne sont pas là aujourd'hui.
Tu veux partager un peu ce que vous avez fait? Florent Adamo, du coup, je suis géologue au département des Alpes-Maritimes. Du coup, nous, on n'a pas encore mis en œuvre ce type de protection sur du définitif. Ça a été le cas pour du provisoire en phase de réalisation de chantier de protection contre les chutes de blocs sur des écrans 3000 et 5000. Mais ça n'avait pas vocation à être pérenne. Ils sont toujours là, mais ils sont pas... Voilà, on peut aller constater, voir qu'ils sont toujours en état, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est voué, en tout cas à court terme, à passer sur du domaine du définitif. On est un peu aussi à part en tant que maître d'ouvrage, c'est qu'on est aussi une maîtrise d'œuvre intégrée. Donc du coup, on fait nos études. Donc là, je pense que on est suivi par le département en tant que géologue en interne sur des solutions qui sont conventionnelles et normées. Je pense qu'il faudrait qu'on soit vraiment très fort de persuasion pour pouvoir passer sur déroger à la norme pour des systèmes de ce type et de cette envergure. Je parle, enfin voilà, je pense. Ouais, les déflecteurs, c'est déjà un peu le cas, c'est vrai, mais ça reste aux yeux des politiques, ça reste de l'acier, ça reste quelque chose de normé, ça reste quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut tester. C'est vrai que bon, voilà, c'est des sujets à discuter, hein. Ça mérite des échanges plus approfondis, peut-être des thématiques spécifiques. Ouais. Je prenais volontairement l'exemple des déflecteurs qui rentrent dans la moitié, qui dérogent déjà. Dès lors qu'on n'est plus dans les conditions parfaites de l'essai, on ouvre déjà la porte à l'interprétation qui est une façon de se planquer en responsabilité le jour où il y a quoi que ce soit. Oui, Estelle Martin, Grenoble Métropole. Quelles sont les conséquences pour un maître d'ouvrage de déroger à la norme? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les collectivités ne trouvent plus d'assurance, finalement, ça veut dire qu'elles prennent entièrement les risques et qu'il n'y a plus de sujet d'assurance en cas de dommage, non? Je ne sais pas si un autre maître d'ouvrage veut répondre. Il y a effectivement une analyse coût-bénéfice à faire. Quand je dis la moitié, c'est pas pour rien. C'est qu'on a quand même pas mal de maîtres d'ouvrage qui se sentent un peu captifs d'une forme de lobbying normatif, hein, on ne va pas se mentir. Une complexité normative qui est parfois difficile à gérer sur chantier. Alors peut-être qu'une partie assume sans conscience des responsabilités qu'il y a derrière. Mais là, je ne voudrais pas me prononcer à la place d'un maître d'ouvrage. Est-ce qu'il y a de la jurisprudence aujourd'hui? Pas encore sur ce type d'ouvrage. Peut-être juste une jurisprudence un peu indirecte, l'accident du Blondin du Montanvert l'été 2023, où un certain nombre de haubans tenaient sur des arbres. Donc c'est de la matière vivante, pourquoi pas, mais ça veut dire sûrement dans le temps d'autres contrôles au gré de la vie d'un ouvrage qui serait définitif. Mais on fait aussi des contrôles sur l'acier, de corrosion, etc. Donc il faut retrouver une sorte d'équivalence. Bon exemple, effectivement, merci Philippe. Et la jurisprudence aujourd'hui, elle concerne plus les ancrages, y compris métalliques, que la structure hors sol. Mais ça revient à la remarque en fin de présentation précédente. Hein. Qu'est-ce qui fait obstacle à ce qu'on déploie davantage de SFN? Ben voilà, on est peut-être en train de mettre le doigt sur quelque chose. C'est quand même quelque chose qui revient beaucoup, cette histoire assurantielle et liée au normatif, évidemment. Même si on les sent moins présents avec nous, nous avons quand même encore 30 participants à distance.
qui nous suivent toujours avec beaucoup d'intérêt au vu des messages qui circulent sur le fil de discussion. On a notamment Catherine Fraissinet de Artelia qui a une remarque question. Je te laisse la transcrire. Ici, les arbres sont principalement utilisés pour retenir les blocs, mais l'avantage des SFN, c'est qu'elles peuvent répondre à d'autres problématiques de gestion de risque. Ainsi, ma question, est-ce que dans ces applications, vous regardez également les bienfaits des arbres pour ralentir les feux de forêt, mais dans ce cas, il faut des essences différentes et surtout bien nettoyer le sol, espacement, etc. Donc des contraintes complémentaires, mais des avantages complémentaires. Point d'interrogation. Alors non, est-ce que je retiens pour l'instant le risque incendie et le risque scolite, c'est clairement une réserve qui va un peu à l'encontre de cette variante. La deuxième partie de la question, c'est... Voilà, je ne suis pas légitime pour parler de la fin de la question. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur la vitesse à laquelle, typiquement, les scolites ravagent les forêts dans le nord-est, enfin jusque dans le nord des Alpes. Et par quoi remplacer ces peuplements d'épicéas, puisqu'on a des très bons experts forestiers qui nous avaient accompagnés dans le Massif central, qui ont avoué avoir été pris de vitesse, mais voilà, c'est une question d'ingénierie forestière. Ok, merci. Une autre question de Carole Merle, qui est d'une communauté de communes. Attendez, je vais vous retrouver laquelle. Donc pour la question, on parlait du vieillissement des ouvrages avec le temps. Les arbres servant de support aux filets par bloc, existe-t-il des analyses sur l'encaissement des chocs par les arbres? À quelle fréquence les contrôles des filets sont-ils réalisés? Alors oui, les fréquences de visite et de contrôle, c'est tous les ans visuellement et tous les 5 ans de façon un peu approfondie. On rajoute à chaque tempête, à chaque coup de vent, de façon préventive. Alors peut-être qu'on va un peu à l'encontre de la présentation de ce matin où on sait qu'on a atteint un âge de peuplement qui fait qu'on est déjà un peu à maturité de la résistance mécanique. Donc oui, là, nous, on intègre de l'accroissement de l'ordre du centimètre, et en hauteur et en diamètre. Il y avait une autre question incluse. Et oui, il y a des analyses sur l'encaissement des chocs, que ce soit les essais qu'on a vus d'INRAE ou ceux qu'on a pu mener depuis. Les cas ultimes, c'est, bon, on parle en kilojoules, c'est plusieurs centaines de kilojoules, voire de l'ordre du 1000 kilojoules. Et en termes d'effort quasi statique équivalent, c'est vite une dizaine de tonnes que un faillard à quelques mètres de haut sait encaisser, en fonction du système racinaire, d'où l'intérêt d'aller combiner plusieurs diagnostics préalables. Ok, merci. Je pense qu'il y a besoin de quelques compléments d'informations sur des questions. On transmettra aussi l'ensemble des questions qui sont apparues dans le fil de discussion aux intervenants. On prend une dernière question dans la salle. Non, c'est en réponse à la question. Julien Guillou du Parc national des Écrins, chargé de mission eau et forêt. En matière d'écran forestier, justement, on voit bien l'importance que l'arbre soit en bonne santé et sa structure racinaire, donc ça veut dire le sol. Et la question qui a été posée avant, c'est faut nettoyer le sol. Donc nettoyer le sol, c'est la dernière chose qu'il faut faire, parce que ça prive la forêt d'un service écosystémique essentiel. Alors vous avez en France les OLD autour des maisons, ça se comprend, mais même en forêt méditerranéenne, n'importe quel écologue vous dira qu'il ne faut surtout pas enlever les rémanents au sol. Et nettoyer un sol forestier, c'est la pire catastrophe qu'on puisse faire en écologie pour la prévention des feux et pour, si on veut améliorer l'évapotranspiration et poser des problèmes, il faut faire ça. Mais je ne crois pas que ce soit l'objectif. Merci pour ce complément. Je voyais des têtes opinées aussi dans la salle dans ce sens-là.